Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Emeline qui va nous parler de son retour en France à Lille après une expatriation de 7 ans au Canada. Et le focus de notre épisode de ce jour, c'est la partie santé puisque Emeline a une maladie dont elle va nous parler juste après. Et l'objectif, c'est qu'elle nous présente un petit peu comment elle a abordé ce changement de vie entre deux pays et sa maladie et comment concrètement elle a réussi à rebondir et à assurer une prise en charge rapide par rapport à cette maladie. Merci à toi d'être avec moi aujourd'hui. On va commencer par la première question que je pose toujours. Dis-nous comment ton entourage pourrait te décrire pour que la communauté elle puisse en savoir plus sur toi. Alors, déjà, bonjour à tous. Première chose en général qu'on dit de moi, c'est que je suis quelqu'un de plutôt souriante. Il paraît que ça s'entend. C'est la première chose qui se dit. J'aime les gens aussi en général. J'aime aller vers les gens, j'aime l'écoute. J'arrive à retenir beaucoup de choses des gens. Je m'intéresse beaucoup à eux, capable de retenir pas mal de petites choses sur eux, leur vie, les dates d'anniversaire, toutes ces petites choses. Et donc, ça fait qu'on crée assez facilement du lien. Et je pense que c'est une de mes forces, on va dire. Une autre de mes... bon, là, c'est un petit peu moins positif, mais je suis quelqu'un de plutôt incertaine. Je balance beaucoup mes décisions, mes choix. C'est toujours peut-être que. Donc, la difficulté de prendre des décisions, ça, c'est un de mes gros enjeux. Mais voilà, en général, c'est plutôt ça. C'est super intéressant de mentionner ça. Et puis tu vas peut-être pouvoir nous expliquer après, ou peut-être maintenant, même si là du coup on rentre dans le sujet un peu vite, mais c'est pas grave. Est-ce que ça a été difficile pour toi quand tu as décidé de rentrer, d'avoir ce trait de caractère et de te dire, oula, mais en fait on n'y va pas? Carrément. Ça a été... Alors, partir au Canada, ça s'est fait en 30 secondes. Clairement, la prise de décision pour partir, elle s'est fait extrêmement rapidement dans mon cas, moins facilement pour Jonathan. Pour revenir, beaucoup plus compliqué pour moi, beaucoup plus. Je suis quelqu'un qui a besoin de processer beaucoup. Je peux prendre des décisions et j'ai besoin de processer. Ça m'a pris quelques jours, quelques semaines pour un petit peu assimiler, vraiment me dire, on va prendre les choses une étape à la fois. Je pense qu'il faut, un petit peu comme tout, on se connaît aussi en vieillissant, c'est de pas prendre les choses comme une montagne, mais vraiment one step at a time, quoi. On y va une étape à la fois, on voit pas les choses dans leur entièreté, parce que sinon on fait rien, on va nulle part. Je pense que si on m'avait dit l'entièreté de la chose que ça allait être ce retour en France, peut-être qu'on n'y serait pas allé, alors qu'en fait, on est capable de tout. On est capable de tout et que en fait une étape à la fois on coche et tout se fait. Donc oui, ça a été plus difficile pour moi à dire ok, on repart, on refait tout dans l'autre sens. Mais ça se fait. Est-ce que tu penses que du fait de ce trait de caractère, c'était indispensable pour toi d'être accompagné par rapport à ton retour en France? Oui, enfin, en tout cas pour moi, ça a été extrêmement utile parce que je dirais l'accompagnement administratif, technique et toute cette partie-là. Et il y a tout l'accompagnement émotionnel qu'on n'avait pas envisagé et qui a été extrêmement important. Il y a beaucoup de choses encore aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an qu'on est rentré et qu'on a encore en tête et qui encore aujourd'hui sont des points, que ce soit avec les amis, la famille, et il y a beaucoup de choses encore sur lesquelles on se heurte un petit peu. C'est ce côté émotionnel du retour. On a vécu des choses, nous, que les autres n'ont pas vécu. Et donc ça, cette partie-là, cet accompagnement, on se remémore beaucoup. Ok,
Ça aide beaucoup dans l'accompagnement. Et effectivement, vraiment, c'est quelque chose qu'on regrette absolument pas. Ça a beaucoup aidé. On est déjà rentré dans le vif du sujet, mais c'est pas grave. On va faire un peu un retour en arrière et dis-nous en quelques mots, assez rapidement. Toi, tu es en couple avec Jonathan et il y a 7 ans, vous avez décidé, 8 ans maintenant, vous avez décidé de partir au Canada. Comment ça se fait et pourquoi vous décidez de partir? Alors, en fait, on est juste à deux. Jonathan est à Lille. Moi, j'ai repris mes études en alternance. Donc, je suis la moitié du temps à Lille, l'autre moitié à Cholet, en internat. En fait, on avait toujours eu l'envie d'aller au Canada, mais il fallait vraiment, on savait que c'était compliqué, les visas et toutes ces choses-là. Et je pense qu'un peu partout, on s'est jamais lancé. Et en fait, je pense que j'étais dans ma période d'examen, fin mai, début juin. Jonathan allait signer un CDI dans la fonction publique ou ce genre de choses. Et il m'appelle un soir tard et il me dit, truc de fou, j'ai une proposition qui vient de tomber du ciel pour partir à Montréal. Et je dis, non, mais enfin, tu te moques de moi. Et il me dit, non, non, je te jure, c'est vrai. Je dis, bah, c'est bon, on y va, quoi. Ah ouais, on y va, comme ça, même pas à réfléchir. Je dis, bah, si tu veux, on peut en parler ce week-end, mais clairement, je me dis, c'est en termes de. Moi, je finis mes études, toi, enfin, si on y veut, c'est maintenant. Il n'y en aura pas deux fois comme ça, quoi. Je suis rentrée le week-end, on a fait une grande marche d'une heure, et au bout d'une heure, la décision était prise, quoi. On a dit, on revend tout, on tente tout, on y va, quoi. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Clairement, c'est la chance d'une vie, quoi. Si on veut bouger, c'est maintenant. Donc ça, c'était fin mai. On a dit, on y va. On a pas claqué les dèmes, mais presque. Et mi-août, on commençait nos jobs respectifs à Montréal en ayant tout vendu, dans l'optique de ne pas revenir. On n'a rien laissé. Donc les familles, enfin voilà, faut dire, faut laisser le temps à tout le monde de digérer. Mais ouais, en 2 mois et demi de temps, c'était terminé, quoi. Ok, et donc vous partez là-bas en ayant en tête que vous allez rester là-bas. Ouais. Et j'y ai jamais mis les pieds. J'y ai jamais mis les pieds. Jonathan, il a mis les pieds. Il est parti en vacances il y a 3 ans auparavant, 3 ou 4 ans auparavant, pendant un mois. Moi, j'avais vraiment envie de bouger. Je pense que j'avais jamais eu l'opportunité de faire ce genre de choses, de voyager pour mes études ou autre. Et je me suis dit vraiment, j'avais envie de faire ça, quoi. Et on s'est dit, let's go, on y va. Trop bien. Et donc vous Ouais. restez 7 ans et qu'est-ce qui Oui. vous pousse à rentrer? C'est quoi les motivations ou les circonstances du retour? Et donc, on est parti à la fin de l'été donc 2017. Il y a eu la Covid qui s'est pointée. Donc, nous, on a trouvé qu'il y avait l'avant et l'après-Covid. On a une petite fille aussi qui est née donc pile en plein milieu de la Covid. Et en fait, nous, on souffrait beaucoup de la vie sociale. On a une vie sociale très riche à Lille, qui est restée la même pendant les 7 années. On a réussi à entretenir ça même à distance, en rentrant assez peu. Mais on manquait beaucoup de cette vie sociale, en fait. On se sentait très seul. Et on s'est dit, mon Dieu, mais c'est pas qui on est, en fait. On est en train de montrer à Charlie une vie qui nous ressemble pas, c'est pas nous. C'était pas ça c'est pas ça qu'on voulait, en fait. Et à chaque fois qu'on a fait une discussion un peu du genre, si t'arrive quelque chose, en fait, je rentre en France. À chaque fois, c'était simple, c'était je rentre en France, il n'y a pas grand-chose qui me retient ici. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Donc, ça s'est fait assez rapide. On a vu un post sur Facebook d'amis qui rentraient en France après 2 ou 3 ans. Et puis, on s'est dit, mais en fait, il y a quoi qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient? On a des bons boulots qui payent bien, mais en fait, ça va être quoi notre fin de vie? On voyait qu'au niveau de la santé, ça se dégradait fortement. C'était très compliqué. Tout coûtait extrêmement cher. On profitait pas de la vie, on voyageait pas, enfin, on faisait rien. C'est pas comme ça qu'on imagine notre vie, quoi. Donc, on s'est dit, allez, on revend tout, on repart dans l'autre sens. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça vous prend entre le déclic quand vous en parlez et le moment où vous rentrez? Ça prend un peu plus de temps parce que il faut le temps de préparation un peu quand même.
Et bah, pas tant que ça nous a pris. Donc, la décision a été prise fin juin 2023 et moi, je suis rentrée un petit peu avant Jonathan, mais je suis rentrée mi-mai 2024. Et entre deux, on a vendu une maison, vendu toutes nos affaires et on est reparti. Ouais. Je me replonge un petit peu dans les séances qu'on avait eues et tout. Ouais. Ok, est-ce que tu veux nous parler en quelques mots de la préparation que tu mets en place? Dans un premier temps, il fallait surtout qu'on se libère de la maison. Le fil à la patte, c'est le bien immobilier là qu'on avait. Donc hyper rapidement, parce que c'était ça qui allait définir le temps qu'on restait. On s'était dit, entre guillemets, soit on faisait des travaux dans la maison, soit on essayait juste de s'en débarrasser, entre guillemets, au plus vite et tout ça. Donc hyper rapidement, on tente ok, on s'en débarrasse au plus vite. On tente le truc et en 3 jours, la maison est vendue. Faut savoir qu'au Québec, t'as pas les 3 mois pour partir de la maison. La fille en voulait le plus vite possible. Nous, on voulait s'en débarrasser le plus vite possible. La maison, elle est signée genre de compromis début octobre, début novembre. On avait une location, on était parti. Ça, déjà, pour nous, c'était un premier step de départ. On s'est dit, OK, ça y est, c'est enclenché. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, c'est let's go. On s'était même dit, est-ce qu'on rentre en janvier? On dit, non, non, faut se débarrasser. En fait, même si tu cherches pas à accumuler, tu as quand même un minimum de ta voiture. Enfin, il faut quand même se débarrasser de la plupart de tes choses. On avait quand même Charlie avec nous aussi. Il faut la préparer un minimum quand même. Et je me voyais pas revenir en plein hiver non plus. D'un point de vue psycho, je me voyais pas trop revenir comme ça. Et ensuite, donc entre deux, on signe la maison. Et 2 jours après, on a profité, mais non, petit pépin de santé qui s'est greffé de mon côté. Assez rapidement, on croise, enfin, on regarde sur Facebook ou Instagram, je sais plus, et on voit ton accompagnement. Et on se dit, j'ai suivi la réunion d'information et je me dis que clairement, on a besoin de ce genre de truc. On a juste besoin de se conforter sur la partie peut-être administrative sur laquelle on était peut-être, il y avait des petites choses qui nous manquaient, mais on était plutôt pas trop mauvais là-dessus. Et il y a toutes les autres choses à côté qu'on n'avait pas imaginées et qui aujourd'hui nous sont encore d'une très grande aide. Et je pense ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est d'être en groupe. Ça aide beaucoup de parler avec d'autres gens, de voir un petit peu où ils en sont, enfin, Comment qu'est-ce ils qu'ils vivent le vivent. truc? C'est ça, il y avait d'autres gens qui n'avaient pas du tout la même approche. Eux, ils ont attendu le dernier moment pour vendre leur maison, tu vois. Donc, clairement, nous, tu vois, on se dit, ah non, mais le stress, quoi. Enfin, moi, j'aurais pas, je tire mon chapeau et moi, j'aurais pas, tu vois, dans le côté incertitude, moi, le stress que je me suis mangé à leur place, je me dis, mais voilà, tu vois. Donc, j'avais besoin d'avoir toutes les choses prêtes au fur et à mesure. Et donc, on faisait les rendez-vous et tout cet accompagnement-là, en fait, les rencontres, les professionnels aussi qui intervenaient aussi au fur et à mesure, ça permettait aussi de mettre en alerte sur des choses qu'on n'avait peut-être plus en tête ou... Mais je pense que vraiment, la partie émotionnelle a été une des choses que j'ai le plus retenues et que j'avais pas anticipé et qui aide encore beaucoup aujourd'hui. Peut-être pour compléter par rapport à ce que tu Mhm. dis, très souvent, bah, on pense naturellement à certaines choses très basiques. En effet, il y a tout un panel d'aspects en fait auxquels on pense plus parce qu'on n'est plus dans la réalité française, je dirais. Et donc c'est là où c'est important, où l'accompagnement il peut venir faire la différence parce qu'on va vraiment optimiser en fait toute sa situation de retour, on va vraiment optimiser tout son projet de retour. Moi je le vois avec combien de personnes en fait les gens ils avaient quelque chose en tête et en fait en travaillant avec eux on a réussi à affiner, peaufiner, avoir une stratégie qui est beaucoup plus adaptée et surtout réaliste. Et c'est ça qui est important. Et ce que je dis souvent c'est que l'accompagnement il permet aussi de sécuriser au maximum pour éviter de tomber de sa chaise hein, de façon assez délicate parfois quand on n'a pas fait cette préparation justement. Je valide à 1000% parce que on lit beaucoup de choses, notamment sur Facebook, de témoignages de gens pour qui le retour est catastrophique. Je me dis, mais on était préparés de fou. J'ai aussi fait un accompagnement personnel pour le coup, pour tout ce qui était CV, lettre de motivation. Je me suis dit, mais tout le monde autour de moi me disait, mais tu trouveras jamais
taf, c'est une galère dans ton milieu. Mais enfin, encore aujourd'hui, je suis toujours dans la même boîte, je suis super bien. Et je me dis encore en écoutant autour de moi, j'ai eu, je pense, alors il y a une bonne étoile, mais il y a aussi tout le taf qu'on a fait en amont qui a fait que c'est une accumulation de plein de choses. Mais la préparation, le fait d'être prêt, d'avoir bien préparé ces choses, c'est comme si on prend l'exemple de la sécurité sociale. Je suis rentrée et le lundi matin, on a atterri. Le lundi à 14 heures, on avait rendez-vous à la Sécu. J'ai été prise en charge en 10 jours. La fille, elle essayait de me coincer en me disant, il faut tel papier. Parfait, j'ai tel papier. Tout était triplement photocopié. L'aide du médecin, le truc, le machin. En fait, la fille, elle est préparée. Ah ouais. Et, y a pas... et ma fille, elle est née au Canada. Elle est française, mais elle n'avait pas de numéro de sécu, elle n'avait rien. Charlie, elle est couverte par la sécu en même temps que moi en 10 jours, quand même pas. Quand tu es préparé, quand tu fais bien tes choses, après, tu peux avoir des couacs, hein, je dis pas le contraire. La bonne préparation, c'est hyper important. L'aspect pro, on en parlera juste après. Ouais. Moi, ce que je voulais dire aussi, ce que je vois par rapport à toi, et c'est des choses que je vois aussi dans plein d'autres situations, mais quand on se lance dans un projet et que, en fait, les portes, elles s'ouvrent naturellement et que ça avance, comme par exemple, je vends ma maison en 3 jours, bon, bah, c'est que c'est là, quoi. C'est qu'on y va, Ouais. c'est que tout s'aligne, et après, vous, dans votre situation, tout s'est aligné aussi. Tu Mm. pourras en expliquer après, et tu pourras expliquer aussi pour le pro. Mais finalement, tout s'est aligné. Ça a pris un petit peu de temps parce que bah voilà, il a fallu que les choses elles se mettent en place. Mais au final, tout s'est quand même bien aligné. Et je pense que c'est des signaux auxquels il faut être sensible. Parce que des fois, on se lance avec beaucoup de peur, des craintes, et c'est totalement humain. Et des fois, on se lance pas parce qu'on se dit mince et tout. Mais il suffit vraiment d'une première démarche qui permet en fait d'ouvrir toutes les portes, quoi. La clé qui permet d'ouvrir les différentes portes. Mais totalement. Je pense qu'à partir du moment aussi où nous, on a pris la décision de rentrer, où c'était acté dans notre tête et tout, je pense qu'on n'avait qu'une hâte, c'était de rentrer. À la base, on s'était dit, ah, allez, sous 2, 3 ans. En fait, on ne se voyait pas faire ça pendant 2, 3 ans, quoi. On s'est dit, ok, non, maintenant, c'est maintenant. Maintenant. On veut rentrer maintenant. Est-ce qu'on en profite pour parler un petit peu de ta santé? Donc voilà, moi je suis diabétique de type 1, donc je suis depuis plus de 30 ans, donc clairement je suis partie au Canada avec ça. On avait étudié un peu la question avant. On savait qu'on mettait les pieds dans quelque chose de pas forcément aussi simple qu'en France. En France c'est une ALD, donc c'est une maladie qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, donc je ne paye rien, disons-le franchement. J'arrive au Canada, tout dépend. Donc, au Canada, il y a l'équivalent de la sécurité sociale qui s'appelle la RAMQ, mais en fait, la RAMQ prend quasiment rien en charge. C'est-à-dire que tu as des visites chez ton médecin traitant quand tu arrives à en avoir un. Puis, tu as donc, voilà, tu as le strict minimum pour survivre. Tout ce qui est des pompes à insuline ou autre, ça, c'est du grand luxe. Et là, c'est donc les assurances privées qui dépendent de ton travail. Donc ça, voilà, ça fait partie des types de conditions que tu essayes d'avoir quand tu négocies ton emploi. Ça fait partie des choses, voilà, le salaire, est-ce que vous avez des assurances privées et autres. Donc ça coûte très cher. Par exemple, la première année, on a dû débourser entre la pompe à insuline, les fournitures et autres, ça représente à peu près 25 000 $ canadiens. Après, tu as des retours d'impôts, tu as toutes ces choses-là, mais c'est un budget conséquent. Donc, c'est là où tu te dis, OK, on n'est pas logé à la même enseigne. En France, on est très, très bien. Mais du coup, quand tu sais ça, peut-être que tu peux te dire aussi, bah en fait, je prends pas le risque en ayant une maladie de partir vivre au Canada parce que financièrement, ça va me coûter de l'argent quand même. Alors que En, tu as une prise en charge totale qui était en France. Bah, en fait, tu peux faire aussi, ça on l'avait pas fait. Alors, il y a des choses sur lesquelles on n'était pas forcément peut-être hyper bien renseigné, mais après, tu te dis, ça dépend aussi si tu pars pour partir ou si tu pars pour revenir aussi. Parce qu'il y a les histoires de la caisse des Français de l'étranger aussi. Euh, il y a une partie aussi, mais je me demande s'ils ne remboursent pas sur la valeur française et puis toi, tu dois payer le complément. Il y a toutes ces choses-là aussi où maintenant, et ça c'était il y a 8 ans, hein, donc il y a encore des choses qui ont peut-être changé. Mais je me souviens que Jonathan avait une très très bonne assurance. Donc ça, en fait, on n'a pas eu de soucis pendant nos 7 ans parce que
Bah, on avait des emplois qui nous permettaient d'avoir une bonne couverture. Relativement, on a mis un petit peu d'argent quand même, mais on n'était pas. On se disait que c'était pas ça qui devait arrêter parce que sinon tu fais clairement rien en fait dans ta vie. Donc on s'est dit ok, let's go, on y va. Mais c'est là où tu te rends compte que oui, c'est des budgets, c'est conséquent et ça peut empêcher certains rêves. Là où tu réalises que malgré tout ce qu'on peut reprocher à la France et tous les défauts de la France, on a quand même un système de Oui, santé qui assure, mais bon, tu le sais mieux oui. que moi avec les rendez-vous médicaux réguliers. Bah, moi, je sais que le retour, là, pour le coup, je savoure encore même un an passé. On a un système de santé. Alors oui, je sais que c'est pas forcément... il y a quand même ces histoires de déserts médicaux, il y a des difficultés pour certaines spécialités et tout ça. Mais on est pris en charge, on arrive à avoir un médecin. On avait des soucis, par exemple, pour Charlie, plus petite. Il y a des fois, on a fait plus de 50 kilomètres pour aller voir un médecin. On n'a pas eu de médecin traitant pour Charlie. On n'arrivait pas à avoir de médecin, quoi. C'est très, 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 très compliqué. La santé est très compliquée. Dans un autre registre, moi, j'ai eu un souci juste avant de rentrer. J'ai passé 30 heures aux urgences pour pas avoir de diagnostic, pour devoir passer par mon diabétologue, pour avoir un rendez-vous sur une spécialité qui n'est pas la sienne, aller en ville, enfin, tout un merdier pas possible. Ça faisait plus de 6 mois que j'attendais une opération et j'ai dû rentrer en France pour me faire opérer parce que impossible, impossible au Québec. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de possibilité. Si je me souviens bien, tu es rentré en France un peu plus tôt pour faire cette fameuse opération. Exactement. On a anticipé le retour pour Charlie et moi pour que je puisse me faire soigner parce que en fait, j'attendais, en fait, impossible. Et donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous de médecin en visio, en fait, en mars, et qui m'a dit, mais en fait, voilà, j'ai réussi à payer pour avoir mon dossier médical, parce qu'au Québec, il faut payer pour avoir son dossier médical. J'ai envoyé tout ce que je pouvais. Il m'a dit, bon, bah, là, tout est clair, voilà, moi, je me sens super à l'aise. Je lui ai dit, bah, moi, en fait, voilà, je paierai mon opération, je m'en fiche, je veux juste être tranquille. Et en fait, donc oui, je suis rentrée, j'ai payé mon opération, mais la sécu a fini par, c'est un peu québécoise, mais par embarquer, par reprendre en fait à la date où je suis rentrée en fait, parce qu'il y a un accord France-Québec qui fait qu'il n'y a pas de carence. Mais de base, en fait, j'arrivais à avoir une prise en charge en France hyper rapidement par rapport au Québec. Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure par rapport au dossier, ta réinscription à la Sécu pour Ouais, réouvrir des droits, ça a été assez rapide. ouais. Donc, sachez que voilà, si vous êtes dans une situation similaire d'une maladie, rentrez avec une maladie, préparez-vous bien, préparez votre dossier, anticipez, et puis comme ça, vous allez pouvoir être pris en charge assez rapidement, comme ça a été le cas pour Emeline. On peut appeler la Sécu, il y a un numéro depuis l'étranger. Je les ai appelés plusieurs fois. Ils sont hyper sympas en fait au téléphone. Ils vous donnent les infos, ils vous disent clairement les types de formulaires qu'il faut avoir. Et en fait, bon, j'avais la chance d'avoir mes parents qui avaient encore le médecin traitant qui nous a repris en revenant. Et elle m'a fait les ordonnances en spécifiant que j'avais une maladie, machin. Parce que c'est pareil, moi, je revenais avec le diabète de type 1. En fait, je suis sous pompe à insuline. Donc, en France, enfin, au Québec, on achète sa pompe à insuline. On est client, on l'achète. En France, ça passe par un prestataire de service. Donc, devait absolument avoir un diabétologue qui fasse une prescription pour que ce prestataire me donne une pompe, enfin me refasse tout. Donc ça, j'ai réussi j'avais souvenir du nom du prestataire que j'ai appelé, qui s'est plié en quatre, sincèrement, enfin, je dis encore merci 1000 fois, pour avoir le diabétologue qui allait me suivre pour pouvoir avoir la prescription. Et elle a fait tout pour la semaine où je suis arrivée. 3 jours après, j'avais une pompe à insuline, tout était pris en charge. Enfin, c'était un truc. Ils ont attendu d'avoir la validation de la Sécu pour pouvoir. Enfin, c'était la prise en charge médicale a été folle. Ça a Donc, été en super fait, bien tu fait. dirais que au bout de plus ou moins donc 3 jours par rapport vraiment à l'aspect santé et
10, 12 jours par rapport à l'aspect un peu administratif. Au niveau de la santé, c'était pris, quoi. Ouais. Alors après, est-ce que je suis passée par une petite porte? J'en sais rien. Mais le dossier, en fait, vraiment, mon dossier il était, j'avais tous les papiers. Mm. La fille, elle a vraiment essayé de me coincer en mode, il vous manque tel papier. Il me manque pas le papier, il est là, la lettre du médecin, tous les formulaires remplis. Voilà. Et le fait d'avoir une maladie, une ALD, enfin, je pouvais pas rester sans soins non plus. Donc, ce genre de choses, ils sont obligés de les passer aussi en mode express, quoi. Merci beaucoup pour ton partage à ce sujet. Je pense que ce sera utile pour pas mal de personnes. C'est un sujet qui n'a jamais été abordé, en tout cas dans le podcast. Donc c'est très précieux. Merci de bien vouloir témoigner de tout ça avec nous. Avec plaisir. Tu le diras mieux que moi, mais donc du coup tu es couturière et tu fais comment c'est tu fais des patrons? Moi, je suis modéliste, c'est ça. Styliste. Ok. Ouais. Et donc on avait fait un accompagnement pour t'aider dans ta recherche d'emploi à Lille. Ouais. Et je te laisse nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Alors, moi, j'étais complètement, j'étais PLS rouée en boule à l'idée de devoir chercher un boulot. Je me suis dit, avec mon vieux CV à la québécoise où je changeais d'entreprise tous les ans, parce que c'est un peu aussi comme ça que ça fonctionne de l'autre côté. On change de boulot parce que on veut aller chercher un meilleur salaire. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je me suis dit, on va même pas m'appeler, quoi. Je savais plus faire un CV, une lettre de motif, voilà, galère. Donc là, j'ai crié à l'aide et donc j'ai fait appel à toi, Magali. Et gros travail, c'est un gros travail, pas d'introspection, mais ouais, un peu quand même, parce que ça fait vraiment appel à toutes mes connaissances, tout ce qu'on sait faire, on va chercher loin. Et en même temps, quand on a fait cette partie de travail, après, en fait, moi, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiante d'aller postuler, de toutes ces choses-là, la préparation à l'entretien aussi. J'étais beaucoup plus sereine. Je me savais que voilà, j'avais les compétences, en fait. J'arrivais en mode, ben, mon CV, tu l'as eu sous les yeux, tu sais ce qu'il vaut, et je t'ai pas menti, en fait. Donc, réellement, ça m'a permis d'envoyer quelque chose sur lequel j'étais beaucoup plus certaine, beaucoup plus sûre. J'en ai pas fait beaucoup. Tu m'avais réellement dit, t'auras pas besoin d'en faire des masses. Et effectivement, j'en ai vraiment pas envoyé beaucoup. Je me suis même retrouvée dans une situation où j'ai dû faire un choix, ce que je ne pensais absolument pas possible. On m'avait dit, donc je travaille quand même dans un milieu textile qui est clairement pas en bonne santé. Donc j'ai quand même postulé sur 2 CDD. Un CDD qui n'a même pas eu besoin. En fait, alors ça fait un peu, ça fait un peu vantard là cette histoire, mais en fait ils ont vraiment aimé mon profil, ils ont aimé. Voilà, je les ai rassurés sur le fait que mes sauts de puce c'était pas de l'instabilité, mais que c'était voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'ils ont vraiment en plus vu ça comme une facilité aussi d'adaptation, plein de compétences aussi que j'ai réussi à aller chercher dans toutes les entreprises. Et en fait, ils m'ont dit, bah en fait, nous, on te veut, mais on te veut en CDI. Et ils ont été prêts à m'attendre. Ils m'ont attendu jusqu'en septembre. Et ça, c'était en mois de mars-avril, il me semble. Donc oui, assez dingue. Dingue. Ce que je trouve beau, c'est que l'accompagnement, il t'a permis d'être rassurée toi, et le fait d'être rassurée toi, ça t'a permis d'être convaincante, de réussir à convaincre en fait l'interlocuteur avec qui tu faisais tes entretiens, à qui tu as envoyé tes candidatures. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes que j'accompagne ou certains secteurs d'activité où dès le début, moi je suis très transparente, hein, vous le savez, je dis oula, attention. Ou des fois je dis ok, bon bah je pense que voilà, d'ici X semaines ça va se débloquer. Ou on est dans une période de l'année où ça avance. Ou, enfin voilà, j'essaye toujours d'être au plus transparente avec les personnes que j'accompagne. Et toi, quand tu m'as sollicité, c'est quand même un métier particulier Mm. que tu fais. C'est pas le secteur d'activité le plus dynamique, voilà. Mais je dis toujours, allez, on teste, on y va, on tente, on y va. Et au final, bah voilà, les démarches, elles ont été faites. Et on a des belles surprises parce que, en plus, tu as le choix. Et vous savez, les personnes que j'accompagne, à quel point j'insiste sur le fait de continuer, continuer, continuer ces démarches pour avoir le choix, justement. Parce que, voilà, on se lance dans une recherche d'emploi
je veux pas dire que c'est un peu un jeu, mais l'objectif, c'est de s'offrir et de s'ouvrir un maximum de portes pour après que le candidat il puisse choisir ce qui lui convient le mieux, la meilleure opportunité, le meilleur salaire, les meilleures conditions, etc., etc. Parce qu'on sait aussi que ça va permettre, voilà, de faciliter le retour. Par exemple, j'en sais rien, moi, je préfère un CDI plutôt qu'un CDD parce que du coup, je sais que je vais trouver plus facilement mon logement, etc., etc. Donc c'est intéressant de nous partager tout ça. Peut-être que tu peux nous dire en quelques mots comment ça s'est passé, la prise de poste et puis le fait de travailler en France, puis comment tu te sens aujourd'hui dans ton travail. Déjà, j'ai choisi ce poste-là, j'y suis allée au feeling, là, vraiment, parce que tout s'est fait en visio. Après, il y a différentes manières. Moi, j'ai été très cash sur le fait que j'étais encore au Québec. Dans tous les cas, je pouvais pas aller faire un test en vrai. Il aurait fallu qu'à un moment, ils sachent que, voilà. Ça, c'est, voilà, j'y suis vraiment allée au feeling. La prise de poste, je l'attendais. Vraiment, j'avais très, très envie de repartir travailler. Moi, j'avais passé l'été à la maison avec Charlie. Je suis restée 4 mois pratiquement toute seule. Jonathan a été rentré en France, mais il travaillait sur les Jeux Olympiques à Paris. Donc le retour en France, voilà, il a été un petit peu en décalé pour nous à la maison. Donc j'attendais que ça. Moi, j'attendais que de repartir travailler. J'avais qu'une hâte. J'ai été hyper bien accueillie. J'étais attendue, ce qui était assez déstabilisant. Très déstabilisant, mais j'ai été prise au sérieux tout de suite. Et là, je me suis dit, OK, mon CV, en fait, je pense que c'est tout ce travail-là en amont aussi qui a, entre guillemets, payé. C'est que ils m'ont mis tout de suite en mode, OK, ma période d'essai a été validée enfin, à la première période. Ils n'ont pas cherché à renouveler. Donc, ça a été aussi une première belle surprise. Humainement parlant, j'ai retrouvé aussi la dynamique d'une entreprise française, ce qui me manquait beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne sais pas comment expliquer. Les repas entre collègues le midi, les barbecues le soir, toute cette vie d'entreprise, en tout cas que moi, j'avais pas au Québec. Je sais qu'il peut y avoir différents types d'entreprises. Au Québec, moi, j'avais pas ça. On mangeait en 30 minutes, on mangeait sur notre bureau et point barre, quoi. Et pas du tout, quoi. Enfin, et 5 heures, c'est 5 heures et on part à l'heure. Et enfin, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas de vie avec les collègues. On n'est pas là pour se faire des copains. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Enfin, et cette vie-là est top, quoi. Je peux faire du télétravail, mais j'aime aller au bureau. J'aime aller tous les jours au travail pour voir mes collègues, parler, boire un café, toutes ces petites choses-là du quotidien. Cette vie un peu à la française. Alors oui, on finit peut-être un peu plus tard le taf, mais il y a toutes ces petites choses qui viennent agrémenter la vie sociale du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est proche de ta personnalité aussi. Du coup, Oui. par rapport à ta présentation de tout à l'heure, l'aspect humain est quand même important. Donc, du coup, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah oui, parce que tu vois, on va pas je suis dans une entreprise où il y a beaucoup de taf, beaucoup plus de taf que de personnes. Mais en même temps, enfin, voilà, mes collègues sont devenus des amis, on s'invite à manger. Je suis rentrée de congé aujourd'hui et il y en a qui, alors, les vacances, tu prends un quart d'heure pour parler de tes vacances. C'est toutes ces petites choses-là où tu te dis, oh, ça c'est précieux, quoi. En fait, je trouve ça un peu comme des petites pépites. Ça vient un peu effacer des fois quand tu as un peu de galère au boulot. Comme tout le monde, il y a des irritants. Mais j'étais très contente de repartir. Alors déjà, j'ai eu mes 3 semaines de congé, ce qui était complètement incroyable. Mais j'étais tellement contente de repartir travailler ce matin. Je me suis dit trop cool, quoi. Genre, enfin, voilà, j'étais contente. Ça m'a fait du bien. J'étais très contente de partir en vacances. J'étais très contente de repartir travailler, de revoir le monde, voilà. Et puis toute cette partie sociale, voilà, je suis dans une entreprise où on fait, quand il y a du chiffre d'affaires, on fait des barbecues, on fait toutes ces choses-là, et je me dis, mais c'est trop cool, quoi. J'apporte cette partie-là parce que mes collègues n'ont pas bougé, elles n'ont pas vécu d'autres choses. Il y en a pour lesquelles ça fait plus de 10 ans qu'elles sont dans la boîte, donc des fois, je dis, non, mais c'est trop cool, quoi. Mhm. Tu pourrais manger sur ton bureau, pas parler. Alors oui, il y a des fois des choses qu'on n'a pas, mais on a toutes ces choses-là. C'est quand même super cool, quoi. Il y en a une qui rentre de congé, elle raconte, elle montre ses photos. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là qui viennent nourrir. On passe notre plus clair de notre temps avec ces gens. C'est quand même cool quand ça se passe bien. Voilà. Est-ce que le Canada te manque? Très peu.
très très peu, voire même pas du tout en fait. Ça a été très enrichissant. Je pense que humainement parlant, j'ai appris, là je vais vraiment parler personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et je pense que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de beaucoup de choses et que en fait quand on veut, on est capable de beaucoup de choses. On peut soulever des montagnes, on peut se débrouiller tout seul aussi beaucoup parce qu'on était juste nous deux. On a eu un bébé pendant la pandémie. Nos parents ont rencontré Charlie, elle avait 1 an. On s'est débrouillé. Enfin, et en fait, on se dit, mais en fait, l'être humain est capable de beaucoup de choses tout seul. Enfin, en tout cas, tout seul, on a beaucoup de ressources. Voilà. Et des fois, je me dis, on est capable de beaucoup. Voilà. Et après, même au niveau pro, finalement, parce que tu vois comment tu as réussi à rebondir vraiment positivement au niveau professionnel quand tu es rentré. Et puis aussi d'avoir pu voir, en fait, à travers les recruteurs que ton profil il était intéressant, il plaisait, etc. Oui, oui, c'est ça. Ça m'a apporté beaucoup. Je veux dire, j'ai fait, parce que je terminais mes études en France quand je suis partie au Canada, j'ai fait ma carrière, je l'ai construite au Canada, donc j'ai quand même énormément appris. Parce que là-bas, ils ont pas ils te forment pas, hein. Tu te débrouilles. Il n'y a pas de, tu sais, les CIF, DIF ou ce genre de choses là, c'est débrouille-toi. Donc, toi, tu dis, OK, si je veux avancer, je fais comment? Donc, là, c'est toi, c'est ta motivation personnelle. Donc là, tu dis, ah, en fait, bon, bah, je vais chercher. Tu développes ton anglais, tu te prouves des choses à toi-même et c'est des fois quand tu parles avec d'autres gens aussi, tu te dis, ah, bah, en fait, OK. Sans pas. Tu sais, ça fait du bien aussi, mais de se dire, OK, on est capable, on est capable. Et quand t'as des gens qui sont comme moi, je suis pas capable. Si, si, t'es capable. Va chercher. Je suis sûre que t'es capable d'aller chercher. T'as beaucoup de ressources. On s'imagine pas qu'on a tant de ressources. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur le retour en France de Charlie et puis l'adaptation peut-être pour elle? Alors, Charlie, elle a mis les pieds en France. Elle avait 3 ans pour la première fois. On est venu en vacances. On avait déjà pris notre décision de rentrer quand elle est venue. Donc, pour elle, c'était pas très concret, hein. C'était pas. Donc, on l'a accompagnée au mieux, on pense. C'est pas évident parce que elle pour le coup, nous, on savait ce qu'on retrouvait, hein. On retrouvait tous les copains. Mais elle comprenait pas. Elle dit, mais c'est qui ces gens? On les a jamais rencontrés. Pourquoi on les a jamais vus avant? Ah ben en fait, ben oui, c'est vrai. Je comprends, mon chat. Et donc, en fait, c'était une sauvageonne. Enfin, elle, c'est comme, il y a trop de monde. C'est quoi tous? Ben, on vivait tout le temps à trois, quasiment. On avait très peu d'amis de l'autre côté. On voyait les gens pas très souvent. Donc, clairement, au début, c'était un peu chaud pour elle. Mais après, c'était cool. Elle voyait les grands-parents plus souvent et tout ça. Et jusqu'à Noël, il y avait un gros manque du Canada. Il y avait un manque de son éducatrice de la garderie. Elle en parlait beaucoup. Des quelques amis de la garderie, c'était un manque. Elle en parlait souvent. On sentait une réelle. Et on s'est dit, OK, faut qu'on écoute sa tristesse, entre guillemets. Faut qu'on l'accompagne. Et qu'on essaye de dire, bah, en fait, j'entends que tu sois triste, mais voilà. Regarde, c'est cool, on voit papy mamie plus souvent, il y a papou Manou, il y a. Ça, on essayait de faire ressortir tout ça. Et puis je pense qu'après Noël, il y a comme eu un déclic. Et je pense qu'elle s'est. On lui redemande souvent, est-ce que c'est mieux la France ou le Canada? Elle dit, ah, la France, c'est quand même cool, hein. Puis maintenant, elle est trop contente, elle a des copains partout. Avec copains de l'école, avec copains de centre aéré, avec copains des copains de par-ci, avec copains de partout. On va quelque part, Charlie, elle est plus collée à mes basques. Charlie, on rentre quelque part, on la voit plus de la soirée. Et ça, c'est un réel. Déjà, un gros changement. Donc, ça lui aura pris un peu plus de temps parce que pour elle, c'était moins concret. C'était vraiment, pour elle, on part de l'inconnu. Pour nous, on retrouvait ce qu'on avait toujours connu mais pas pour elle en fait. C'est pareil, la garderie. Donc au Québec, ils rentrent à l'école à 5 ans. Et donc en garderie, là, ils étaient un groupe de 8 enfants. C'était un multi-âge, donc elle a été pendant 2 ans avec les mêmes enfants, la même éducatrice.
Mais Marie-Ève, c'était une maman pour Charlie. C'était, on arrive le matin, le petit câlin et tout ça. Là, elle arrive à l'école, parce qu'elle est rentrée à l'école en moyenne section, groupe de 27 enfants, quoi. La maîtresse, elle fait pas le petit câlin le matin quand t'arrives, hein. Et Bichette, s'était perdue dans la masse. Donc, il a fallu qu'émotionnellement parlant, elle fasse ce deuil-là aussi, hein. T'es Charlie parmi 20, enfin, tu vois. Il a fallu aussi accompagner sur ce bout-là, quoi. Maman avait moins de temps le soir, maman finit plus tard le travail, maman finit plus à 3 heures le travail, donc maman a moins de temps le soir. Le soir, on est plus en mode, ok, douche, repas, tac, tac. C'est plus la même vie, quoi. Il a fallu... Et les week-ends, on n'est plus juste à trois. On est parti à gauche, à droite, on fait tout. Ça a été plus compliqué pour Charlie. Maintenant, ça va super bien, mais il y a eu un petit peu plus de difficultés à retrouver l'équilibre. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur, imaginons que quelqu'un nous écoute et projette de s'installer à Lille. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur la région ou sur la ville? J'adore l'île. Les gens, je trouve que c'est une région. Alors, on dit le temps, mais en fait, on a du très beau temps. C'est une région très accueillante. Les gens, c'est un peu comme une deuxième famille, en fait. Pour dire, on est parti 7 ans. Nos amis d'il y a 7 ans sont nos amis d'aujourd'hui, en fait. On est rentré que 3 fois en 7 ans, hein. On n'est pas rentré beaucoup. Et c'est la famille. Quelqu'un qui arrive en général pour le travail, n'importe quoi, il se fait des amis hyper rapidement. Viens manger à la maison. C'est hyper chaleureux comme ça fait très les ch'tis là cette histoire. Mais Bien, hein, on mange bien, moi je le dis, et hein. on mange bien, c'est sûr. C'est une très jolie ville aussi d'un point de vue architecture et autres là. Et c'est très très joli. Moi j'aime beaucoup. Quand on a voulu rentrer en France, on s'est posé, je pense, un quart de seconde. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre à Lille ou on va ailleurs? Et en fait non, on rentre à Mm. Lille. On n'a même pas. Ouais, on rentre à Lille. On ne se voyait pas aller ailleurs. Quel serait le plus beau moment que tu as vécu depuis que vous êtes rentré? En fait, enfin. C'est une multitude de beaux Il y a moments. plein de choses. Après, il y a des trucs qui sont, entre guillemets, perso. Jonathan m'a demandé en mariage. Mais c'est. Donc là, on est sur une autre organisation. Mais je ne suis pas certaine que ce soit. Mais bon, après un retour en France, vous allez organiser votre mariage. Je le fais même pas moi-même. Ah ouais? On prend une wedding planner. Ok. Je lui ai dit, en fait, après ce qu'on vient d'organiser, je n'organise pas un mariage. Je lui ai dit, c'est niette. Je suis très heureuse, mais je n'organiserai pas ça. Bah après, c'est bien aussi de se laisser du temps et puis Ah, moi, je veux pas. Vraiment, je lui ai dit, gérer les douanes, gérer tout ça. J'ai fait, j'étais en arrêt, j'ai quand même fait ça. J'ai dit, je ne n'organiserai pas ça. Vraiment, non. peut-être pour clôturer, quel regard tu portes sur ton retour en France? Un regard, moi je dirais positif, parce que clairement, on n'a aucun regret d'être rentré. On revit. On s'est dit que c'était vraiment ça la vie, d'être entouré des gens qu'on aime. C'est vraiment basé sur le social pour le coup, parce que c'est ça qui nous enrichit et qui nous porte au quotidien. C'est de voir la famille, c'est de voir les amis, c'est tout ça. C'est ça qui nous nourrit. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment toute cette partie-là et c'est de redécouvrir la France, c'est de redécouvrir toute cette richesse culturelle qu'on a en fait. Des fois, ça fait vraiment, je dirais que ça nous a fait beaucoup de bien de partir et de savoir revenir pour apprécier tout. Pas tout, mais tout quand même en fait. On est allé dans les Alpes pendant les vacances, c'est beau quoi. C'est très simple, mais c'est très beau. On se dit, ah, c'est beau. Ouais, tu vois. Il y a un dernier mot que tu voudrais dire par rapport à ce retour en France ou quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé et que tu aimerais ajouter? Ce serait certainement un truc qui a déjà été dit dans plein de tes podcasts, c'est ce qu'on a dit, et c'est très rébarbatif, mais la préparation. Préparez-vous, soyez organisés. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'être le plus serein. Je dirais que d'un point de vue émotionnel, les gens ont continué à avancer. Même si vous rentrez dans votre ville d'origine, les gens ont continué à avancer, les gens ne vous attendent pas. Vous avez changé, vous avez vu d'autres choses et c'est pas forcément évident.
de se retrouver quelque part. Ça prend un peu de temps, il faut savoir aussi un peu reculer et pas se braquer. Mais on finit par se retrouver quelque part tous ensemble. Tout le monde retrouve un peu des limites et des positions, si je peux dire. Ça prend un peu de temps. C'est pas toujours évident. Mais voilà, ça finit par se faire. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que tu nous aies donné et sur lesquels on n'avait pas du tout, qu'on n'avait pas du tout vu venir en fait. On pense toujours que nos familles nous attendent bras grands ouverts. Alors oui, ils sont très heureux de nous voir, mais ils ont changé, ils ont pris des dynamiques aussi différentes dans lesquelles on n'apparaissait pas ou différemment. Et il faut composer avec ça. C'est pas toujours évident de retrouver une place sans dire oui, amène à tout, sans envoyer tout balader, mais faut retrouver, c'est ça, faut retrouver sa place. Ça prend du temps. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous invite à tous à rejoindre la communauté et à demander de l'aide si vous en avez besoin. Et puis, je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Emeline. Encore bravo, un grand bravo pour ce retour en France. Et puis, félicitations pour les nouvelles aventures qui arrivent. Merci. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!